Donc, bonjour à tous. Donc effectivement, on va changer un petit peu de registre parce qu'on va sortir de l'eau par rapport aux présentations qu'on a entendues ce matin. Et il s'agit effectivement de la présentation d'un nouveau projet qui a débuté en 2020, alors avec des conditions un peu particulières de l'année dernière. Donc ce projet s'intitule Projet Ferré pour comparaison du fonctionnement écologique de secteurs intertidaux contrastés pour la compréhension de leur connectivité, dans un but en fait d'apporter un certain nombre de réponses en termes de restauration des fonctions écologiques estuariennes. Donc c'est un projet qui est partagé en plusieurs tâches, en fait 3 tâches principales, qui regroupent un certain nombre d'équipes de différentes universités. Donc on a les collègues de l'UMRN2C de Rouen, les collègues d'Ecodiv également de l'Université de Rouen, les collègues d'EcoBio de Rennes 1, les collègues du Muséum d'Histoire naturelle, dont certains sont connectés aujourd'hui, la cellule du littoral, et puis évidemment les collègues de la réserve de l'Estuaire qui nous apportent un soutien précieux sur le terrain. Donc le contexte de ce projet, il se situe évidemment dans l'estuaire de Seine, mais surtout dans l'estuaire aval, juste au niveau de la réserve naturelle de l'estuaire. Et ce territoire, eh bien, on l'a déjà vu, et puis le film effectivement qu'on a vu ce midi le souligne bien, c'est un territoire donc qui est marqué par un certain nombre de gradients environnementaux liés tout simplement à la morphologie de l'estuaire, aux conditions hydrologiques, aux conditions sédimentaires, et puis également aux conditions de salinité, puisqu'on a un gradient de salinité assez prégnant entre l'embouchure réelle, donc l'interface vraiment avec l'eau de mer, et puis l'eau du fleuve avec donc une eau qui va devenir de moins en moins salée. Et puis, dans ce contexte estuarien aval, on va aussi avoir une influence anthropique notable avec tous les aménagements liés à l'occupation du sol et de l'agglomération avraise. Donc tout cela va amener une variabilité de contexte physique très importante et va générer une mosaïque d'habitats, de milieux qui vont des vasières, on en a entendu parler ce matin, donc même du milieu aquatique, des vasières, et puis en fait un certain nombre de milieux aussi plus atterris, avec de la végétation qui colonise et qui va structurer aussi les fonctionnements écologiques de ces milieux. Donc on passe par des prairies subalophiles, des roselières, des parvoroselières et des prairies plutôt du saccicole, c'est-à-dire qui vont être plutôt impactées par de l'eau douce. Donc ce contexte nous a amené à se poser un certain nombre de questions sur le fonctionnement de ces écosystèmes et des connexions qui pouvaient exister entre ces écosystèmes. Et le constat que l'on a fait, c'est que finalement, il n'y a pas beaucoup de travaux qui font le lien entre le côté fonctionnel, enfin, fonctionnement de ces écosystèmes à l'échelle de l'estuaire. Et on a finalement très peu de connaissances sur leur connectivité et la façon dont ces milieux évoluent au cours du temps et comment ils impactent les uns les autres, notamment par le flux de matière ou le flux de matière organique ou de flux hydrique. Donc les hypothèses sur lesquelles nous nous sommes basés étaient que le fonctionnement écologique de différents sites qui pouvaient se répartir à l'échelle de cet estuaire aval se différenciaient du fait de ces gradients de contraintes, et notamment des gradients qui étaient basés sur la dynamique hydraulique, sur la fréquence et la durée d'inondation en fonction du secteur sur lequel on allait se situer, en fonction du degré de salinité, on en a parlé, mais aussi parfois en fonction de la gestion qui était appliquée sur les sites les plus atterris. Avec comme conséquence donc de ces gradients de contraintes, eh bien, une modification des fonctions classiques écologiques que l'on peut caractérisées sur ces secteurs. Donc, une modification de la dynamique sédimentaire en fonction de la rive sur laquelle on va se situer, en fonction du niveau topographique sur lequel on va se situer, une modification de la dynamique de la matière organique, parce qu'en fonction de la fréquence, évidemment, de l'inondation, de la durée de l'inondation, on peut avoir une incidence sur cette vitesse de décomposition de la matière organique et donc sur les flux des éléments, mais aussi sur l'organisation et la structuration des communautés des organismes vivants, qu'on soit dans l'eau pour les poissons, mais qu'on aille jusqu'à ces milieux plus atterris et donc jusqu'à des communautés végétales d'angiospermes et des communautés éventuellement d'entomophores, voire même d'araignées, donc d'arachnides.
Donc les objectifs du projet sont multiples. Ils sont répartis selon 3 tâches. Mais là, j'ai rassemblé ces objectifs non pas par tâche, mais plus par grande thématique. Donc l'un des premiers objectifs scientifiques du projet, c'est avant tout de cerner les réponses des communautés vivantes, quel que soit justement le groupe taxonomique que l'on va considérer, des plantes, des poissons, des arthropodes, des micro-organismes, des araignées, bref. Et donc, essayer de comprendre leur variabilité à la fois spatiale, donc des milieux les plus proches des vasières jusqu'aux milieux les plus atterris et les moins impactés par une variation de submersion, mais aussi essayer de comprendre si il y a des variations temporelles et notamment une variabilité interannuelle au sein du projet. On va chercher également à identifier les modifications du fonctionnement écologique et hydrosédimentaire dans différents sites contrastés pour comprendre un petit peu les mécanismes de stockage du carbone, de la dynamique de la matière organique à travers la minéralisation du carbone et de l'azote, mais aussi comprendre aussi, un peu mieux le mécanisme de dénitrification. On va aussi se concentrer sur les transferts hydriques avec des systèmes de transfert à la fois verticaux et horizontaux, donc comprendre sur des radiales comment le flux d'eau se structure et qu'est-ce que ça va avoir comme incidence sur le fonctionnement de ces milieux. Et puis aussi des transferts verticaux, puisqu'on va travailler sur des piézomètres profonds, allant jusqu'à plus de 25 mètres de profondeur, pour essayer de voir si on a aussi des transferts de matière à cette échelle. Et puis un focus sur la dynamique sédimentaire pour voir aussi quelle est la contrainte de ce processus, qu'il soit en érosion ou en accrétion en fonction de là où on se situe sur l'estuaire. Tout cela pour comprendre en fait le mieux de façon la plus complète possible la connectivité en fait de ces milieux, donc des plus atterris aux vasières, au travers notamment d'un élément qui va être la dynamique de la matière organique. Donc au travers des 3 tâches qui vont structurer ce projet, on va essayer de caractériser les différentes formes de matière organique, qu'elles soient dans l'eau, qu'elles soient sur les vasières, qu'elles soient dans les filandres qui alimentent les prairies en arrière des digues et jusqu'au milieu les plus atterris, et de la production primaire, donc c'est-à-dire de la production de la plante, jusqu'au régime alimentaire allant jusqu'au poisson, en passant par les arthropodes. Et puis, alors donc ça c'est toute une approche qui est une approche plus terrain, avec des prélèvements tous les ans à différentes saisons, en fonction aussi du rythme des marées. Et on a aussi une approche expérimentale qui est d'essayer de cerner un peu les réponses de certaines espèces un peu culées, ou en tous les cas indicatrices de niveau topographique et donc de degré de contraintes, à certaines modifications de facteurs environnementaux locaux, et notamment des facteurs en lien avec le changement climatique, à savoir la modification du degré de salinité si on avait une élévation par exemple du niveau de la mer. Par exemple, c'est certain. Donc, avec cette élévation du niveau de la mer, on va avoir un front de salinité qui va remonter. Et avec ce front de salinité, eh bien, vous allez avoir aussi les fréquences d'inondation qui vont être peut-être un peu perturbées. Et donc, on va essayer de simuler expérimentalement comment des espèces végétales peuvent répondre à ces nouvelles contraintes, puisque les plantes n'ont pas de pattes ou d'ailes pour se déplacer. Et donc, soit elles disparaissent, soit elles s'adaptent. Et donc, on va essayer de voir dans quelle mesure ces plantes peuvent réagir à ces modifications locales. On fera aussi une manip complémentaire sur cette dynamique de dégradation de la matière organique pour voir si ça peut jouer sur ce processus. Tout ça dans un objectif plus appliqué qui va être d'apporter des réponses justement dans un contexte de restauration des fonctions écologiques en milieu estuarien. Donc pour répondre un peu à ces objectifs scientifiques, on a fait le choix d'une démarche qui inclut d'avoir une continuité spatiale, et donc on s'est concerté avec les équipes des différents labos et collègues de structure pour essayer de trouver des secteurs qui soient suffisamment contrastés les uns par rapport aux autres, et puis également contrastés à l'intérieur de radiales que l'on va matérialiser. Donc on a fait le choix d'avoir un continuum spatial et estuarien avec des sites plus
j'allais dire plus salés, et des sites moins salés, et surtout des sites qui vont avoir des niveaux topographiques différents sur des radiales et donc subir des fréquences d'inondation différentes également. Donc, on a retenu pour cela deux secteurs, le secteur nord de la réserve de l'estuaire et le secteur sud. Alors, pourquoi on a ces deux secteurs? Parce que le nord, sur les parties atterries, on est derrière la digue route, donc on est sur un système de vannage et de contrôle de la quantité d'eau qui rentre dans le marais, alors qu'au sud, au niveau de ce qu'on appelle la crique à Connard, c'est comme ça qu'on l'appelle, on va se retrouver avec une digue qui est complètement affaissée, une filandre qui remonte assez loin et donc un régime d'inondation qui est beaucoup plus naturel et lié tout simplement au rythme des marées. Donc on a donc deux grands secteurs, le nord et le sud, et puis trois sites identifiés pour des suivis plus fins, plus un quatrième pour le suivi des poissons. Donc la crique à Tignolles, la crique qui est en face la Vanne B et la crique à Connard pour les trois sites qui vont être équipés de façon plus précise, et puis le secteur de la Grande Crique qui vient compléter le dispositif de suivi des poissons. Donc voilà, matérialiser le dispositif, le choix des grands sites suivis, donc le secteur de la Grande Crique à côté du pont de Normandie, et puis le site 1 à Crique à Tignolles, site 2 la Vanne B et site 3 à Crique à Connard, donc avec un site 1 plus salé que le site 2, et le site 3, donc, qui est soumis à inondation plus naturelle liée au cycle des marées. Dans chacun de ces... alors, je vais faire un focus sur le site 1, 2 et 3, parce que donc, ces trois sites vont faire l'objet d'une... Excuse-moi, je me permets juste une petite coupure à ce stade. Comme on prend un petit peu de retard, je me permets juste de te demander éventuellement de te focaliser assez rapidement sur les premiers résultats sur la végétation que vous avez peut-être observé. Voilà, comme ça, on va essayer de rester dans notre timing, si tu veux bien, et peut-être te concentrer juste sur ce volet, premier résultat de végétation, s'il te plaît. D'accord. Donc, en fait, on a installé 9 exclos sur ces trois sites, donc 3 exclos par site. Et sur ces exclos, en fait, on va mener un certain nombre de mesures, notamment les résultats préliminaires que l'on pouvait vous présenter aujourd'hui, puisque le projet n'a commencé que l'année dernière. Donc, les premiers résultats concernent les communautés végétales et puis un suivi sur les flux de nitrate et d'ammonium. Donc, le premier résultat que l'on observe, c'est que les différents niveaux topographiques qui ont été sélectionnés dans les 3 sites suivis montrent bien un contraste en termes de richesse floristique, avec une élévation sur certains sites. Le site sud va se caractériser par une richesse très faible sur les niveaux bas et une richesse plus importante, significativement plus importante sur les niveaux hauts. C'est ce qu'on retrouve aussi sur le secteur Vanne B. C'est pas tout à fait ce qu'on retrouve sur le secteur intermédiaire Tignolles, mais il va falloir qu'on creuse un petit peu l'explication de ça avec tout ce qui va être suivi de caractéristiques des sols. Mais en gros, on a quand même des perturbations qui viennent expliquer cette répartition de la richesse. Alors ça, c'est juste la richesse cumulée, tout simplement. Et si on s'interroge, si on se préoccupe plus de la composition et notamment de l'abondance des espèces qui sont présentes sur ces sites, eh bien, on s'aperçoit quand même que les sites vont être plutôt proches, en tous les cas, les niveaux topos qui constituent les différents sites sont plutôt proches les uns des autres. On a une sorte de gradient entre les sites. On a le orange qui correspond à Vanne B, le bleu là qui correspond aux rives sud et le rose qui correspond plutôt à Tignolles. Et donc, on a une certaine continuité. Reste à mettre sur cette figure, en fait, les niveaux topographiques les plus précis possibles. Et ça va faire partie d'une campagne de terrain qui va commencer cette semaine. Donc, on a bien 3 sites qui sont largement contrastés les uns par rapport aux autres. Et on a aussi des contrastes au sein même de chacun de ces sites.